Au sommaire de ce 19h30, c'est bien parti, démarrage de la campagne pour les élections présidentielles et législatives du 22 novembre prochain, ce 31 octobre. Eh bien, les candidats sont dans l'arène MPP, CDP, UPC, ADF, RDA, pour ne citer que ceux-là. Les programmes des sociétés ont été dévoilés, toutes les images et les ambiances dans ce journal. Et puis, en Côte d'Ivoire, on a voté aujourd'hui pour l'élection présidentielle. Un vote sous tension. Plusieurs cas de violence ont été dénombrés dans certains endroits, mais le vote a bien eu lieu. Vous aurez les images tout à l'heure, mais aussi au téléphone. On va prendre Fernand Dédé, journaliste indépendant. Avec lui, nous allons parler à chaud de la situation sur place en Côte d'Ivoire. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Tout de suite, nous ouvrons notre chapitre campagne présidentielle. Et je vous le disais, c'est le branle-bas dans les états-majors des partis politiques depuis ce 31 octobre. Vous le savez, les campagnes électorales pour les élections présidentielles et législatives ont démarré aujourd'hui même. Direction tout de suite le siège du MPP où on a déroulé le programme du candidat Roch Marc Christian Kaboré. 10 chantiers d'un projet de société où figure en bonne place le pari de la sécurité et de l'emploi des jeunes, tout en insistant sur la réforme de l'État et de l'administration publique. Les détails, Archimède Boy. Une équipe de campagne avec le pouce levé à l'image de leur champion. Ce 31 octobre, Simon Compaoré et ses camarades présentent les 10 chantiers du programme du candidat Roch Marc Christian Kaboré. Le candidat du mouvement du peuple pour le progrès veut gagner le pari de la sécurité et de l'emploi des jeunes, avec comme nouveauté la réforme de l'État et de l'administration publique. Le fonctionnariat a toujours été l'élément parasitaire, avec et surtout ce qu'on a comme lourdeur administrative, qui paralyse, qui inhibe les actions et qui fait que quelquefois, malgré votre bonne volonté, malgré des engagements clairs, précis, la mise en œuvre devient difficile. Il faut réformer l'État, faire en sorte qu'il soit moins procédurier. Sont abordées au cours de cette rencontre des questions d'actualité, notamment celle de la fronde sociale qui a marqué les 5 années du mandat de Roch Kaboré. Dans ce mandat-là, en réalité, nous avons pratiqué le dialogue social. Parce que jamais dans l'histoire de notre pays, un gouvernement n'a traité autant de plateformes revendicatives et n'a donné autant de réponses aux organisations syndicales. Aucun gouvernement. Sans oublier celle relative au fonds commun des agents du ministère en charge de l'économie et des finances. Mais je voudrais dire ici que les fonds communs du ministère des Finances n'existent plus. Pour amortir le choc de leur suppression, on a créé un système de motivation, c'est-à-dire on a institué des primes de motivation, mais qui ne coûtent pas autant que ce que les fonds communs nous coûtaient, un peu moins de la moitié. Le chantier 1 de ce projet de société, en lien avec la sécurité, annonce une augmentation des effectifs et des moyens matériels des forces de défense et de sécurité, ainsi que la formation et le déploiement des volontaires pour la défense de la patrie en vue de la lutte contre le terrorisme. On quitte le siège du MPP pour celui du CDP où le projet de société du candidat Eddy Kombouego a été dévoilé ce 31 octobre. Il comporte 21 points principaux avec pour colonne vertébrale la réconciliation nationale et la recherche de la paix. Et pour y parvenir, tenez-vous bien, le président du CDP, s'il est élu, entend négocier avec les terroristes. Abdourazak Traoré.
Au Congrès pour la démocratie et le progrès, la campagne électorale débute avec une pensée pieuse à l'endroit de l'ensemble des Burkinabés tués par des terroristes ou morts pour la patrie. Avant cet hommage, c'est dans un siège du parti Relouké et entouré de ce qu'on qualifie ici de valeurs sûres du Burkina Faso que Edi Kombouego a dévoilé son ambition pour le pays des hommes intègres dans les 5 prochaines années. 21 défis pour rendre le Burkina Faso nouveau, des défis dont les priorités constituent la réconciliation nationale et la recherche de la paix. Et pour un pays sécurisé, au-delà de bander les muscles face aux forces du mal, celui qui se réclama de l'héritage de Blaise Compaoré va négocier avec les terroristes. Je dis bien dans les semaines qui suivent notre élection, vous n'entendrez plus jamais tirer dans les frontières et abattre sauvagement des gens parce que nous allons entamer des négociations avec le renforcement de l'armée, le renseignement, aller vers eux pour négocier avec une diplomatie. Négociation avec les terroristes, renforcement des capacités de l'armée, mais aussi création d'emplois dans les zones en proie aux attaques terroristes. Le Burkina Faso, dont rêve le candidat de l'ex-parti au pouvoir, veut également s'attaquer à la malgouvernance. Il propose que l'institution soit présidée par un magistrat de rang élevé, recruté après avis d'appel public. Les autres contrôleurs, qui ne sont pas forcément des magistrats, seront eux aussi recrutés par appel à candidature. Enfin, cette autorité anticorruption soumettra directement tous les cas de corruption à la justice pénale. Le président de l'institution pourrait jouer le rôle de procureur général près du tribunal en question. Outre la gouvernance, les secteurs sociaux ne sont pas aux oubliettes. Des investissements structurants sont annoncés, tout comme la relance de l'économie à travers une refonte dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et des mines, entre autres. À combien se chiffre le programme politique ? Le candidat Kombouego estime refuser la démagogie des chiffres. Il n'y a qu'un programme présidentiel qui peut avancer des chiffres, dit-il, avant d'ajouter que l'essentiel des ressources proviendront de nouvelles niches de recettes fiscales. Je suis expert comptable. Il y a des niches d'argent que l'on ne va pas courageusement chercher. Nous vous amenons maintenant à Tenkodogo. C'est la ville que l'UPC a choisie pour lancer sa campagne électorale. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, face à ces militants mobilisés en grand nombre à la place de la nation, de la capitale, de la région du centre-est, eh bien, Zéphirin Diabré est revenu sur ses ambitions pour le Burkina Faso. Outre les aspects sécuritaires, dans son discours, il a insisté sur l'employabilité des jeunes, une place de choix pour les femmes dans la dynamique de développement du pays, le tout axé sur une industrialisation bien orchestrée à la place de la nation de Tenkodogo. Il faut préciser qu'avant de commencer son discours, le président de l'UPC, Zéphirin Diabré, a bien demandé d'observer 1 minute de silence à la mémoire du père du chef de l'État décédé il y a quelques jours. Programme de société toujours, cette fois-ci, c'est l'ADF-RDA qui a présenté les 12 points principaux des engagements du candidat Gilbert Noël Ouédraogo, un document qui met en avant les vertus du rassemblement pour booster le développement. Alexis Belem-Naba, compte rendu. 342 engagements d'un coût d'environ 18 000 milliards de francs CFA, c'est ce que le candidat du Rassemblement démocratique africain, Gilbert Ouédraogo, propose au peuple burkinabé. 342 engagements répartis en 12 points dans son programme de société intitulé « Pour l'unité, pour la patrie », pour la nation de la nouvelle espérance. L'ADF-RDA se veut un parti de rassemblement avec pour ambition de résoudre les problèmes du Burkina Faso et poser les bases d'un développement socio-économique durable. La candidature de M. Gilbert Namdouda Ouédraogo à l'élection présidentielle est véritablement celle du rassemblement, de la rupture avec le passé et d'un espoir nouveau pour le peuple burkinabé. Rassemblement par l'union et la mobilisation de tous les Burkinabés, sans exclusive
afin de faire face aux défis de l'heure et d'envisager un Burkina Faso de progrès et de développement. Rupture à travers la protection de toutes les communautés par la lutte contre l'ethnicisme, l'intégrisme et la xénophobie. Espoir nouveau à travers la mise en œuvre d'une politique volontariste, puisée de mon expérience en tant qu'acteur ayant participé à la gestion du pouvoir d'État. Un espoir nouveau donc pour le peuple burkinabé. Pour le candidat à l'élection présidentielle du 22 novembre prochain, le pays regorge d'énormes potentialités, mais certaines difficultés empêchent son développement socio-économique. Le Burkina Faso est un pays avec de nombreuses potentialités, dont les premiers éléments positifs sont la qualité, la discipline légendaire et l'abnégation de son peuple. Malheureusement, dans sa trajectoire historique, un certain nombre de maux ont entravé son décollage économique et social. Il s'agit des insuffisances dans la gouvernance institutionnelle, de la corruption, du chômage endémique, plus particulièrement de celui des jeunes, de la sous-exploitation des potentialités des femmes, du système éducatif en déphasage avec les réalités sociologiques et les besoins du marché, de la répartition des richesses nationales, d'une fonction publique qui ne joue pas son rôle de cheville ouvrière dans le processus de développement. Une fonction publique qui ne joue pas son rôle de cheville ouvrière. Il faut donc une rupture catégorique selon Gilbert Ouédraogo. Des préoccupations auxquelles le candidat du Rassemblement démocratique africain veut répondre avec les Burkinabés au soir du 22 novembre prochain. On poursuit avec le projet de société, celui du candidat du parti Agir Ensemble. Lui s'articule autour de 4 axes principaux avec pour leitmotiv la sécurité, la justice et la paix. Mais pour cadrer Désiré Ouédraogo, tout commence par la formation et l'éducation des hommes et des femmes. Majid Bakouan, Archimède Boy. L'heure de vérité a sonné. La campagne électorale pour la présidentielle du 22 novembre prochain est ouverte. Avant d'aller sur le terrain, Kadri Désiré Ouédraogo présente à la presse son projet de société. Un projet dénommé le Renouveau démocratique et citoyen 2020, axé sur 4 points essentiels. Dans ce programme, KDO entend faire du Burkina Faso un havre de paix, de sécurité et de justice. Mais pour l'ancien Premier ministre, la priorité, c'est d'abord l'éducation. La première richesse d'un pays, ce sont les hommes et les femmes qui composent ce pays. Il n'y a pas d'autre richesse. Donc il faut que nous prenions soin de cette richesse en donnant à notre jeunesse toute la formation et l'éducation qu'il faut pour faire d'eux des hommes et des femmes capables de trouver des solutions eux-mêmes à leurs problèmes. Donc par conséquent, si nous donnons l'éducation aux jeunes, comme on leur a tout donné. Donc par conséquent, nous devons mettre tous les moyens pour que l'éducation de nos jeunes soit une éducation de qualité. Le candidat du mouvement Agir Ensemble dit être prêt pour défendre l'intérêt du Burkina Faso à travers des négociations. Dans la sous-région, c'est vrai, par mes fonctions de président de la commission de la CEDEAO, j'étais au cœur des discussions pour les situations de crise dans notre région. Vous savez que la CEDEAO intervient par médiation dans toutes les régions où il y a des difficultés. Et j'ai eu la chance et j'ai eu l'honneur de participer et de contribuer à la solution d'un certain nombre de crises dans notre sous-région. Je ne dis pas que les situations sont les mêmes, mais il y a un fond qui demeure le même, c'est qu'il faut privilégier toujours le dialogue. J'ai participé à des discussions, c'est vrai, mais quand vous me demandez si on va, c'est-à-dire qu'on va discuter avec le terroriste, je dois dire qu'il faut distinguer deux choses. Quand on négocie, il faut savoir pourquoi on négocie et avec quoi on négocie. Et qu'est-ce que celui qui est en face réclame. Si vous estimez que vous pouvez marchander ce qu'il réclame, alors vous négociez. Si ça se trouve que vous ne pouvez pas marchander ou accorder ce qu'il réclame, il n'y a pas de négociation possible. Mais ça, c'est au gouvernant de faire le choix à chaque fois avant de s'engager dans ce type de dialogue. L'homme politique devra faire le tour des 13 régions du Burkina Faso pour présenter ce programme à la population.
Tout commence par Kaya, dans la région du Centre-Nord, ce samedi 31 octobre. Comme vous avez pu le constater, la campagne électorale est bel et bien lancée au Burkina. En Côte d'Ivoire, par contre, elle est terminée depuis 48 heures. On a plutôt voté ce 31 octobre. Un scrutin sous tension. Plusieurs cas de violence ont été observés à divers endroits. Le président sortant, Alassane Ouattara, a appelé au calme après avoir voté. On regarde. Jour de vote tendu en Côte d'Ivoire malgré l'appel au calme d'Alassane Ouattara. Brigand, troisième mandat controversé après le décès en juillet de son dauphin, l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le chef de l'État a voté à 11h30 dans le quartier de Cocody, à Abidjan. Plus de 7,5 millions d'Ivoiriens sont appelés aux urnes lors de ce scrutin présidentiel. Je demande à tous mes concitoyens, épris de paix et de patriotisme, d'aller voter. C'est un jour important pour la démocratie. La démocratie ne peut pas souffrir de changement de texte par rapport à l'évolution de la situation. Le président sortant a appelé à mettre fin à la désobéissance civile alors que des incidents ont eu lieu dans certaines régions du pays. Qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Ce sont des actes criminels. Et nous souhaitons que tout ça puisse s'arrêter pour que, après l'élection, le pays continue le progrès qu'il a connu au cours des 9 dernières années. Quelques 35 000 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés pour assurer la sécurité des bureaux de vote qui devront fermer à 18h. Je vous le disais, le vote a été donc émaillé par plusieurs cas de violence. Des urnes ont été vandalisées, des cartes de vote ont été incendiées. Le vote a bel et bien eu lieu. Il faut dire que l'opposition à Alassane Ouattara a appelé à la désobéissance civile. Eh bien, par peur, mais aussi par anticipation, de nombreuses personnes ont quitté Abidjan ces derniers jours avant le jour du vote pour les provinces. Les gares de bus ont été prises d'assaut et envahies par les voyageurs. Dans les mémoires, le souvenir de la crise post-électorale de 2010, une crise qui avait fait près de 3000 morts. Le scrutin se déroule dans un climat d'appréhension dans les grandes villes de Côte d'Ivoire. Des milliers d'habitants ont déjà quitté Bouaké et Abidjan pour rentrer dans leur village avant le jour de vote. Dans la capitale économique du pays, la population redoute une répétition des violences qui avaient eu lieu lors de la crise de 2010, qui avait fait 3000 morts. Des affrontements avaient éclaté suite au refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite face à l'actuel président sortant, Alassane Ouattara. Je quitte Abidjan par rapport à ce qui s'est passé en 2010, je ne veux plus revivre ça. Je suis vraiment inquiète parce que présentement je vis seule. Donc je ne sais pas trop ce qui va se passer, donc je préfère rentrer en famille, c'est mieux. Beaucoup d'Ivoiriens, sinon beaucoup d'Abidjanaises, fuient la zone d'Abidjan qu'ils jugent un peu trop tendue vu la situation sociopolitique du moment. Des incidents se sont déjà produits dans le centre du pays en début de matinée. La principale route entre Abidjan et le nord du pays est bloquée par des individus. À Daokro, le fief de l'opposant Henri Konan Bédié, le matériel électoral n'est pas arrivé au bureau de vote et des barricades ont été érigées dans des quartiers de la ville. Voilà, comme annoncé dans les titres, nous prenons la direction d'Abidjan à présent avec au téléphone où on retrouve Fernand Dédé, journaliste indépendant. Fernand Dédé, bonsoir. Bonsoir. Fernand Dédé, on parle de vote, de scrutin sous tension. La première question, comme ça que j'ai envie de vous poser, c'est au moment où on parle, quel est le climat, comment est la situation du côté d'Abidjan? Il est 20h moins. Comment est Abidjan en ce moment? Écoutez, les urnes ont donc fermé à 18h pour celles qui ont ouvert à l'heure indiquée, c'est-à-dire 8h du matin. Dans la plupart des bureaux de vote que j'ai personnellement visités, les électeurs ont commencé à voter au-delà de 8h30, 9h45, donc il y avait 10 heures de temps à voter. Donc les bureaux qui ont commencé un peu plus tard devront tenir dans les 10 heures.
Alors vous demandez ce qui se passe à Abidjan actuellement, c'est vrai qu'il y a une grosse frayeur, évidemment, c'est le jour le plus redouté au niveau des Ivoiriens, avec le climat délétère qui a précédé cette élection. Il y avait d'un côté le pouvoir qui a maintenu la date du 31 octobre comme date constitutionnelle pour les élections, et puis de l'autre côté, l'opposition, notamment les candidats Henri Konan Bédié et Pascal Affi-N'Gessan, qui ont appelé leurs militants à la désobéissance civile. Et vous comprenez que dans ce contexte-là, l'élection s'est déroulée dans un environnement tendu, une ambiance particulièrement tendue. Beaucoup d'Ivoiriens ont continué d'avoir peur, ont très très peur. Alors, Fernand Dédé, le vote a bel et bien eu lieu ce 31 octobre dans l'ensemble sur toute l'étendue du territoire national. Comment est-ce que se sont déroulés l'exercice? Alors, il faut dire que le vote s'est effectivement déroulé sur l'étendue du territoire, sur la grande partie du territoire. Il y a des zones où le vote n'a pas pu se dérouler, les bureaux n'ont même pas ouvert du tout. C'est le cas par exemple dans le centre du pays, dans la région de Ifou, la région d'origine du président Henri Konan Bédié. C'est le cas dans la zone sud-ouest aussi, où notamment à Dabou, où il y a eu une semaine, des événements douloureux s'étaient produits avant cette élection qui avait fait au moins une dizaine de morts. Là également, dans certains villages, les bureaux n'ont même pas ouvert. À Abidjan, il y a eu des quartiers, notamment dans le quartier de Cocody à Blocos, c'est en bordure de mer. Là également, quand je suis arrivé dans le bureau de vote, le matériel électoral avait été emporté, m'a dit, par la police parce que les jeunes étaient hostiles, respectant le mot d'ordre de boycott actif décidé par leur leader. Ensuite, il y a eu le cas de Yopougon, dans la zone de Yopougon-Kouté, où il y a eu également des échauffourées, où le vote n'a pas pu se tenir. Alors, il faut aller au centre-ouest, dans la zone de Haut-Safandra, dans la zone d'Issia. Issia, c'est environ 320 km à partir de la capitale d'Abidjan, où dans certains villages, les votes n'ont pas pu se tenir. Il y a eu également des échauffourées, m'a-t-on dit, il y a eu des décès annoncés. Il y a eu également, toujours dans le centre-ouest, mais à Galioa, la région d'origine du président Laurent Gbagbo, où des affrontements intercommunautaires ont également fait des morts. Il faut attendre que les rapports de police précisent tout cela. Mais dans l'ensemble, le vote s'est déroulé dans la grande partie du pays, avec malheureusement très peu d'affluence dans les bureaux de vote. Mais dans l'ensemble, ça s'est passé très très bien passé. Ceux qui voulaient voter, ceux qui sont allés voter, ont voté tranquillement et sont rentrés chez eux. Alors, Fernand Dédé, vous avez révélé quelques incidents sur l'étendue du territoire national ce 31 octobre au cours de ce vote. Est-ce que vous avez une idée de l'impact que ces incidents peuvent avoir sur le taux de participation? Le président de la CEI, le président Fulbert Koulibaly, intervenant dans la mi-journée, a dit qu'il y a eu effectivement, il a reconnu les incidents, il a dit qu'il y a eu une vingtaine de bureaux de vote, mais il y a 22 300 bureaux de vote concernés. Et donc, pour l'autorité en charge de l'organisation des élections, c'est vrai, c'est malheureux que cela soit arrivé, mais cela ne pourrait pas avoir un impact sur les résultats. La vraie question, c'est vraiment le taux de participation qui peut donc peut-être être le débat à l'heure qu'il est. On attend peut-être d'ici 20 heures à la nuit électorale et la CEI qui est en charge donc les résultats, qui a 5 jours d'ailleurs pour donner les résultats, que la CEI dise quel est véritablement le taux de participation. Donc on l'a remarqué en visitant certains bureaux de vote ce matin qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans les bureaux. En tout cas, c'est disparate. Dans certaines zones, il y a du monde, certaines autres, c'est vraiment clairsemé les dirigeants, le personnel électoral à passer du bon temps plus tôt parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'électeurs. Alors, dernière question, Fernand Dédé, est-ce que vous avez des informations sur où se trouvaient les opposants aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu un mot d'ordre? Est-ce qu'on les a vus? Est-ce qu'on les a entendus par Henri Konan Bédié, Pascal Affi-N'Gessan, Marcela Montano, qui ont lancé le processus de la désobéissance civile? Qu'est-ce qu'ils disent? Vous avez des informations sur leur position? Ah oui, bien sûr.
l'opposition a tenu une conférence de presse, 2 conférences de presse même, l'une à 16h et la dernière à 19h avec le porte-parole Pascal Appice-Dessin. Le mot d'ordre, le mot fort de cette conférence, nous ne nous sentons pas concernés par cette élection et que cette élection, pour eux, c'est la victoire de la désobéissance civile. Et évidemment, on attend pour le gouvernement. Le président Alassane Ouattara, à la fin de son vote, quand il a fini, il avait appelé les opposants justement à arrêter ce qu'il a appelé le boycott actif, qui est un acte criminel parce que cela a conduit à de morts d'hommes. Et donc, l'opposition est bien en place. En tout cas, ils ne reconnaissent pas cette élection. Pour l'instant, ils ne se sentent pas concernés par cette élection et donc, évidemment, par les résultats de cette élection. Alors, dernière question cette fois-ci. Vraiment, les bureaux de vote sont fermés, le vote est clos. Maintenant, on passe à la nuit électorale. Comment pourra être cette nuit? Est-ce qu'elle sera chaude? Est-ce que des gens ont peur encore qu'il puisse se passer certaines choses cette nuit-là? Écoutez, la CEI a 5 jours pour donner les résultats provisoires avant que le Conseil constitutionnel nous donne les résultats définitifs. Les 2 candidats ont voté, le président Ouattara à Abidjan Cocody, à Sainte-Marie, au lycée Sainte-Marie, et le candidat Kakadé, Kwame Konaberta, a voté à l'intérieur du pays, au sud-ouest, à Lakota. Bien, la nuit électorale, évidemment, va être certainement déclenchée aujourd'hui, mais il faudra être patient. Ce sera dans 5 jours ou peut-être avant. Si la CEI réunit rapidement les résultats, il y en a que 2 candidats, si elle réunit rapidement les résultats, elle pourra donner les tendances très rapidement. Mais comme les textes du code électoral le prescrivent, il n'y a que la CEI seule qui a autorisation pour donner les résultats. Il faut éviter justement avec les dérapages sur les réseaux sociaux, avec les médias chauds comme la télé, la radio. Il faut toujours respecter la règle éditée. Il n'y a que la CEI qui a autorité pour donner les résultats. Elle a 5 jours pour le faire. Et bien d'ici là, ce sera les spéculations. Merci Fernand Dédé. Nous reviendrons vers vous au fur et à mesure que les résultats vont tomber du côté d'Abidjan. Merci pour toutes les informations que vous nous donnez. Nous étions au téléphone avec Fernand Dédé du côté d'Abidjan. Il est journaliste indépendant. Il nous donnait les dernières nouvelles, les dernières informations sur le déroulement du scrutin, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire ce 31 octobre. Une élection, je vous le disais, qui se passe sous tension. Eh bien, au Burkina Faso, pour l'instant, le processus électoral, lui, est sans aucun incident et un climat d'apaisement qu'encourage le cheikh Agib Soré dans son prêche en présence de nombreux fidèles musulmans. C'était à l'occasion de la célébration du Mawloud. Abdulaziz Sarré nous fait le compte rendu. Devant des milliers de fidèles venus pour cette nuit de nativité du prophète, le cheikh Abdulaziz Agib Soré prie pour le retour de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Le guide religieux reste convaincu, si les acteurs de toutes les couches sociales dialoguent et se pardonnent comme l'enseigne le Saint-Coran, il n'y a aucune raison que la quiétude ne revienne pas au pays des hommes intègres. Bange ti Burkina Faso a yed fa tenga tarti patare tenga yaf tenga sami kamete via Burkina Be. Le Burkina Faso est notre patrie et nous avons l'obligation de la préserver tout en restant unis et solidaires au lieu de la détruire. La solidarité, l'entente doivent être notre cheval de bataille. Yawoto l'aditien ba la sensibiliser ba mbang ti ba fay kabe en yidi jimi tabi wa ya man ahata bi kulli shay'in ilman. Pour le cheikh Soré, l'islam est une religion qui rime avec la solidarité et la non-violence. Alors, il invite les populations à ne pas faire l'amalgame entre le terrorisme et l'islam. L'islam dit sakalame, tu feras force ne den ken dine ne pangyi. L'islam condamne la violence, les tueries, les actes meurtriers, car la vie appartient au Tout-Puissant. En matière de religion, chacun est libre, donc arrêtons les conversions qui ne font pas honneur à la parole de Dieu.
Ce 31 octobre marque l'ouverture des campagnes électorales. Cheikh Abdoulaziz Agib Souré souhaite qu'elle se passe dans un esprit de concorde. Faisons la politique dans l'intelligence, la paix et non dans la violence. Regardons dans les pays voisins, par manque de compréhension et d'indulgence, beaucoup de personnes y ont perdu la vie. Donc, soyons des messagers de paix. Cette soirée du Mouloud a été l'occasion pour des dizaines de non-musulmans de se convertir en islam. Le cheikh Abdoulaziz Agib Souré leur a attribué de nouveaux noms de baptême. Et cet autre appel à l'apaisement, à éviter les violences en période électorale, un appel lancé par la ministre Laurence Ilboudo Machal, elle s'est adressée notamment aux femmes. C'était en marge de la session ordinaire 2020 du Conseil national pour la promotion du genre. Justin Amonto. Le Burkina Faso est l'un des pays fortement engagés dans la promotion de l'égalité des sexes. Le Plan national de développement économique et social PNDS souligne cet engagement de l'État à promouvoir le genre. Nous avons vu une nette avancée qualitative, même déjà vous voyez que les femmes sont plus conscientes de leur implication à la gestion de la cité. Nous avons aujourd'hui la budgétisation sensible au genre qui a été implémentée dans plusieurs ministères. Aujourd'hui ça marche, mais nous pensons qu'il y a encore des efforts à faire, tels que la désagrégation des données, parce qu'il est important pour prendre le genre de désagréger les données. Et pendant aussi l'orientation budgétaire dans les ministères sectoriels, qu'il y ait une orientation spécifique pour le genre. Cette session 2020 du Conseil national pour la promotion du genre, en plus d'être un rendez-vous bilan, représente aussi un point fort pour l'implication du genre dans les défis à relever à quelques semaines des élections couplées au Burkina Faso. Elles doivent participer à apaiser l'atmosphère. Parce que nous savons que quand on parle d'élections, surtout dans nos pays africains, c'est le bandage des muscles, c'est la violence verbale, c'est la violence physique, et une violence engendre une autre. Et les femmes ont tendance à participer à cette violence, qu'elles se démarquent complètement de tout ce qui est violence, de tout ce qui est violence physique, verbale, et qu'elles disent, elles parlent pour qu'on écoute et qu'on prenne en compte leurs préoccupations. L'Allemagne est dans cette fonction depuis un an et avec les partenaires et bien sûr surtout avec le gouvernement burkinabé, nous travaillons pour promouvoir les genres et les droits de femmes. Je pense que nous avons tous une obligation morale de faire cela parce que ça va sans dire que le droit de femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est à la base de la société, à la base d'une société qui est en pleine santé et qui va très bien. Bilan de la prise en compte du genre dans le Plan national de développement économique et social PNDS, défis et perspectives est le thème de cette section 2020 du Conseil national pour la promotion du genre. Ce 22 octobre, environ 200 acteurs participent virtuellement et physiquement à cette section. Et pour terminer, les Journées nationales de la concertation 2020, un cadre qui a réuni l'État, les ONG, les associations de développement. Tout ce beau monde s'est penché sur le défi de la cohésion sociale. Stéphanie Hien. Les Journées nationales de concertation, État-organisation non gouvernementale 2020, offrent un cadre d'échange sur la cohésion sociale. En vue de trouver des solutions pour ressouder le tissu social, l'État peut compter sur les ONG, les associations de développement et les fondations. Elles sont au total 335 à avoir signé une convention d'établissement avec le gouvernement. Un partenariat qui prêtera main forte à l'État pour une culture de paix. Un cadre de concertation qui nous permet d'échanger autour des grandes problématiques du moment pour que ces associations et ces ONG puissent nous accompagner dans la dynamique que nous avons tracée au niveau de l'État. Il en sortira donc des recommandations fortes que nous allons ensemble mettre en œuvre pour qu'elles puissent nous accompagner effectivement sur le terrain. La vision de l'État, la contribution des ONG et des associations de développement à la promotion de la cohésion sociale ont également fait objet de discussions au cours de ces journées. C'était l'occasion pour elles d'échanger avec le Premier ministre. Elles ont exposé leurs préoccupations et réaffirmé leur engagement
pour que les populations retrouvent le vivre ensemble. Il y a la nécessité pour le gouvernement de travailler à faire en sorte que la prise en charge de ces organisations dans notre système de développement économique et social soit beaucoup plus dynamique. Il y a des conventions d'établissement que nous avons avec certaines de ces organisations. Il faut que l'on travaille à rendre ces conventions-là actives à travers les renouvellements. Il y a la mobilisation des ressources. Il faut que le gouvernement les accompagne pour faciliter cette mobilisation des ressources. Et il faut que le gouvernement également contribue à les accompagner sur le terrain pour éviter qu'il y ait des pertes en vies humaines comme nous avons pu le constater dans différentes situations. Ces concertations étaient l'occasion de promouvoir les produits Made in Burkina. Dans les stands sont exposés du riz local, du coton, du beurre de karité, des œufs et citrons bio et du savon fait localement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous donne rendez-vous demain à 19h30 pour le 7 Info. Et cette info qui sera consacrée, vous le savez, au temps fort de l'actualité de la semaine. On parlera de la commémoration du 6e anniversaire des événements d'octobre 2014. On va parler surtout des politiques et de l'ouverture de la campagne présidentielle avec les différents projets de société. Avec la situation en Côte d'Ivoire aussi, on aura certainement les premiers résultats du côté d'Abidjan. Je serai entouré de nos analystes, Siaka Koulibaly, Lionel Bigot et toute l'équipe de cette info demain 19h30, toujours sur BF1. Merci, au revoir, à demain.